Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que, je pense, beaucoup partagent. Cette sorte d'épuisement numérique. Cette lutte, parfois quotidienne, pour réussir à se déconnecter. L'idée de passer des heures à scroller, même quand on sait au fond que ça nous fatigue, c'est devenu une habitude pour tellement de monde. Cette analyse va sans doute vous parler. Cette phrase, elle est puissante. Elle décrit parfaitement ce réflexe qu'on a le matin, presque sans y penser, de prendre son téléphone. Avant même que la journée n'ait vraiment commencé, beaucoup d'entre nous cèdent déjà le contrôle de leur bien le plus précieux, leur attention. Et c'est ça le point crucial à comprendre. Cette perte de contrôle, ce n'est pas une coïncidence ou juste un manque de volonté de notre part. Non, c'est le résultat d'un système, d'un design qui a été pensé, réfléchi pour nous garder captifs. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, mais bien la conséquence d'un environnement conçu pour être hostile à notre concentration. On commence avec la première partie, l'aube de la distraction. On va voir comment ce fameux mode réactif s'installe dès les premières minutes de la journée. Ce geste, en apparence anodin, il illustre en fait une perte d'autonomie fondamentale. Quand on regarde nos écrans au réveil, on ne choisit pas vraiment ce qu'on consomme. On est en mode réaction. On répond aux notifications, aux nouvelles angoissantes, aux urgences virtuelles que l'algorithme a choisies pour nous. Du coup, la journée commence avec un déficit de contrôle. Notre élan et notre concentration, ils nous ont déjà été volés. On passe à la deuxième partie, le plan de l'économie de l'attention. C'est ici qu'on va décortiquer le système qui orchestre ce défilement permanent. Voilà, le modèle économique, il est là. Ce n'est pas l'application, le produit. Le produit, c'est notre temps d'écran. C'est notre attention. Chaque seconde passée à scroller est une seconde qui peut être vendue. Plus on regarde, plus on clique, plus on donne de données, et plus la plateforme gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et le plus fou, c'est que la personne qui a inventé le défilement infini, Asa Raskin, regrette amèrement sa création. Il la qualifie de « vol massif d'attention humaine ». Ça en dit long quand même sur la puissance d'un simple choix de design qui au départ semblait juste rendre l'utilisation plus fluide. Il faut bien comprendre que ce design n'est pas le fruit du hasard, il est scientifique. Ça s'appelle la captologie. C'est une discipline théorisée à l'université de Stanford qui étudie comment la technologie peut nous influencer, souvent sans qu'on s'en rende compte. Les applications les plus populaires, ce ne sont pas forcément les plus utiles. Ce sont celles qui maîtrisent le mieux cet art de la persuasion. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien, ça s'appuie sur 3 grands leviers psychologiques. D'abord, l'effet machine à sous. On scrolle sans savoir ce qu'on va trouver. Une vidéo drôle, une info choquante. Cette imprévisibilité, ça stimule la dopamine et ça nous pousse à continuer. Ensuite, le scroll infini exploite ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire que notre cerveau déteste ce qui n'est pas terminé. Sans fin de page, il n'y a jamais de signal pour s'arrêter. Et enfin, bien sûr, le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose qui nous fait vérifier nos fils d'actualité encore et encore. Troisième partie, le cerveau sous l'emprise du défilement. Maintenant, quel est le coût réel, pour nous, de cette connexion permanente ? Ce tableau y résume très bien le paradoxe du scroll. On y reste parce qu'on y trouve des récompenses immédiates, ce qui est appelé ici le miroir, un rire, un sentiment d'appartenance, une petite dose d'inspiration. Mais ces moments positifs y cachent un coût psychologique bien plus lourd, le fardeau. L'épuisement, l'insatisfaction qui vient de la comparaison, ou même ce sentiment de vide que l'hyperconnectivité ne fait que masquer. Et ce point sur l'insatisfaction est vraiment crucial. Sur les réseaux, on est tout le temps exposé à des versions magnifiées, idéalisées de la vie des autres. On se compare donc sans arrêt à des idéaux inatteignables. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante. Et ce que la recherche nous dit, c'est que plus on perçoit un écart entre notre vie et cet idéal, plus c'est mauvais pour notre estime de soi. Et cet impact, il n'est pas seulement psychologique, il pourrait même être physique. Des études en neurosciences ont trouvé un lien, une corrélation, entre la taille de notre réseau social en ligne et la structure de certaines zones de notre cerveau, comme l'amygdale, qui est super importante pour gérer les émotions. Ça suggère que nos expériences sociales en ligne façonnent littéralement notre cerveau. Et l'impact est encore plus visible sur les cerveaux en plein développement. Chez les très jeunes enfants, une surexposition aux écrans est liée à une moins bonne qualité des connexions neuronales entre les zones du langage. Ça soulève des questions vraiment importantes sur l'impact à long terme, sur des compétences aussi essentielles que le langage ou la concentration. Quatrième partie, la créativité assiégée. On parle ici d'un coût peut-être moins évident, mais tout aussi important. Pour bien comprendre, il faut savoir que notre créativité, elle mobilise principalement 3 grands réseaux dans notre cerveau. D'un côté, le réseau de l'imagination qui s'active quand on laisse notre esprit vagabonder, quand on s'ennuie un peu. De l'autre, le réseau exécutif qui nous aide à nous concentrer, à évaluer les idées. Et entre les deux, on a le réseau de science qui fait un peu l'aiguilleur.
Et voilà le cœur du problème. Quand on scrolle, on est dans une réaction constante. Ça sursollicite nos réseaux exécutifs et de saillance. Le cerveau est tout le temps en train de traiter, de filtrer, de réagir. Et cette suractivité, en fait, elle empêche le réseau de l'imagination de s'activer. En remplissant chaque seconde de vide avec une stimulation, eh bien, on étouffe l'espace mental dont on a besoin pour que de nouvelles idées puissent émerger. Allez, 5e et dernière partie, reprendre le contrôle de son attention. Le tableau qu'on a brossé peut paraître un peu sombre, mais heureusement, il y a des solutions. C'est la question à 1 million de dollars. Comment on fait pour passer de cette prise de conscience à une action concrète ? Voici quelques pistes, quelques stratégies pratiques. D'abord, il y a la prise de conscience. Juste observer activement combien de temps on passe en Lyon et comment on se sent après. Ensuite, il faut mettre des barrières, fixer des limites de temps sur les applis et surtout, couper les notifications inutiles qui nous sortent sans arrêt de ce qu'on est en train de faire. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, remplacer l'habitude. Choisir consciemment de faire autre chose. Lire un livre, sortir, parler avec quelqu'un. L'idée, c'est de choisir activement. Et il faut bien insister là-dessus. Le but, ce n'est pas de tout jeter et de revenir à l'âge de pierre. Pas du tout. C'est une question d'intentionnalité. C'est de reprendre les commandes pour que l'outil reste à notre service, et non l'inverse. C'est de choisir plutôt que de subir. On va donc terminer avec cette question. Si notre attention est vraiment notre ressource la plus limitée, la plus précieuse, alors la question n'est pas juste de savoir comment la protéger, mais surtout où est-ce qu'on choisit, nous, de l'investir. Et ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà de nos écrans.